Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et aujourd'hui, André Berkov est en face-à-face. D'ailleurs, la discussion a déjà commencé avec Denis Père, créateur d'entreprises à succès, Business Object, qui est là, fondateur du réseau d'entrepreneurs Croissance Plus, du mouvement politique Nous Citoyens, et président de Nature and People First, une entreprise spécialisée dans le stockage d'énergie renouvelable. Il présente aujourd'hui son livre Contrat mondial, comment la mondialisation peut redevenir humaine, et c'est aux éditions First. Alors Denis Père, d'abord bravo pour le titre courageux, parce que je me rappelle le temps où nous chantait la mondialisation heureuse, il y a encore 25 ans. Mais la mondialisation, c'est l'horizon indépassable de l'humanité, quoi. Le marxisme était l'horizon indépassable de notre temps. Aujourd'hui, c'est la mondialisation, et on a vu quand même, c'est le moins qu'on puisse dire, quelques accros, pour ne pas dire quelques abîmes. Et vous dites, oui, d'accord, vous le reconnaissez, vous avez fait écrire un gros livre, quand je dis gros, au sens chargé et lesté, très intéressant, sur au fond, comment on peut reprendre tout ça sans oublier les souverainetés, sans oublier les hommes, et pas traiter la planète entière comme un tableau Excel. Donc voilà. Donc je voulais savoir, en fait, la mondialisation aujourd'hui, ça peut être quoi ? La mondialisation, ça peut être beaucoup plus équilibré que ça ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une mondialisation qui est déséquilibrée et sans éthique. Alors, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a une vingtaine d'années, 25 ans, ça fonctionnait bien, le libre-échange, parce que les pays qui échangeaient entre eux étaient des pays qui avaient les mêmes règles, les mêmes normes sociales et environnementales. C'était les pays développés qui avaient la même histoire sociale. Ils avaient 150 ans d'histoire industrielle et donc 150 ans d'histoire sociale et à peu près 50 ans d'histoire environnementale. Et puis, il y a une trentaine d'années, les Américains, parce que c'est venu de là-bas, ont décidé que dorénavant, pour baisser les coûts, on allait chercher de la main-d'œuvre pas chère, et ils sont allés la chercher au Mexique, et puis ensuite en Chine. On est allé chercher les Chinois. Et les choses se sont pas du tout passées comme on l'espérait. On espérait que la rupture a été là. Quand on la rupture a été là, absolument. Ouais. On espérait que l'économie de la connaissance allait créer des emplois pour tout le monde. Ça n'a pas été le cas. Aux États-Unis, il y a des zones de prospérité considérables sur les côtes, et puis dans le centre du pays, eh bien, il y a eu des délocalisations importantes d'entreprises industrielles, et donc des gens qui ont perdu leur emploi, des villages, des villes qui ont tout perdu, l'immobilier s'est effondré, et on a vu la même chose, puisqu'on a fait la même chose en France. Il y a la fameuse France périphérique, l'Angleterre périphérique, et puis on a vu derrière, effectivement, les conséquences politiques qui sont arrivées avec la révolte des classes populaires. On a vu ça aux États-Unis avec l'élection de Donald Trump, avec sa quasi-réélection, puisqu'il a rassemblé 74 millions d'électeurs contre 62 en 2016. On a vu le Brexit en Angleterre, on a vu les gilets jaunes en France. Il y a un fil rouge qui est la révolte des classes populaires contre une mondialisation qui les a laissés tomber. On a décidé de laisser tomber les usines à un moment donné. Ce que Christophe Guilluy appelait le débauchage massif. C'est un licenciement massif. Exactement. Exactement. Et donc, on a perdu des emplois, bien sûr. On a perdu tous ces bons emplois qualifiés, bien payés, partout en France et partout dans les pays développés. Et puis on a perdu aussi une forme de souveraineté, pas la souveraineté française, mais une souveraineté des pays occidentaux par rapport à des pays émergents qui se sont emparés d'un certain nombre d'industries, qui les contrôlent aujourd'hui. On a vu à l'occasion de la crise sanitaire que on dépendait de la Chine pour les masques, pour les produits pharmaceutiques, les médicaments, un certain nombre d'entre eux. Mais c'est vrai dans beaucoup d'autres domaines. On dépend par exemple de la Chine aujourd'hui pour les panneaux photovoltaïques. Ils contrôlent 70% du marché mondial. Pour les batteries, 70% aussi. Dans le véhicule électrique, ils vont très très vite. Et ils arrivent actuellement avec des véhicules qui sont 30 à 40% moins chers parce que la main-d'œuvre est beaucoup moins chère. La main-d'œuvre est 5 à 10 fois moins chère en Chine. Et elle est 5 à 10 fois moins chère parce que les standards sociaux ne sont pas les mêmes. Quand nos employés peuvent se syndiquer, un employé chinois, il ne peut pas rejoindre un syndicat indépendant. En bonne république communiste. Voilà, c'est resté. Effectivement, on a rêvé, les Américains ont rêvé à un moment donné que ça allait devenir une démocratie libérale. Ça n'est pas devenu. C'est resté un régime extrêmement autoritaire et qui n'a pas effectivement permis... Pardon de l'hyper, mais on peut le dire, ce paradoxe formidable. Ça marche d'autant mieux que c'est une démocratie autoritaire. Mais bien sûr, bien sûr. Il ne s'agit pas de morale, il s'agit de constat. Non, ça bloque l'évolution effectivement des droits sociaux. Cela dit, on n'était pas beaucoup mieux, nous, il y a 150 ans. Moi, je suis lyonnais d'origine. À Lyon, en 1830, il y avait les canuts. Et les canuts, on leur tirait dessus. Donc, moi, je ne jette pas la pierre non plus. Il faut se rendre compte que quand vous mettez en compétition des économies, des environnements qui ont un tel décalage historique, vous ne pouvez pas
pas s'attendre à ce qu'un pays en développement et un pays émergent rattrape 150 ans d'histoire sociale en quelques années. Ça n'est pas possible. Et donc, il faut faire quelque chose par rapport à ça. Il ne faut pas non plus les appauvrir. Il ne faut pas non plus du jour au lendemain fermer les frontières. La réponse, elle n'est pas nationale. Moi, je ne crois pas du tout à une réponse nationale et un blocage, un repli sur soi. La réponse, elle est à minima européenne et probablement au niveau, effectivement, des pays développés. Mais alors, justement, on va parler, ok, pas de repli sur soi. Alors, vous, par exemple, vous dites que c'est un faux débat ou un faux problème, parce que c'est le grand affrontement aujourd'hui, il faut le dire, entre mondialistes et souverainistes. Ben oui, il y a quand même quelque chose qui est là. C'est ça qu'on voit politiquement un peu partout. Oui, mais c'est assez regrettable parce que, oui, je suis moi ni l'un ni l'autre. Je suis pas pour une mondialisation béate. Je pense je suis favorable au libre-échange entre des pays qui sont similaires et qui ont des règles de fonctionnement qui sont les mêmes. Voilà. Aujourd'hui, c'est comme si on organisait un mondial de foot avec d'un côté les pays développés qui doivent respecter toutes les règles et au moindre écart, ils ont un carton jaune ou un carton rouge, et de l'autre côté, les pays émergents et en développement qui peuvent faire ce qu'ils veulent, peuvent prendre le ballon, traverser le terrain, aller mettre le ballon dans le but en face, et tout va bien, on les laisse faire. Moi, je peux prendre l'exemple que je connais bien dans mon domaine. Moi, je développe des solutions de stockage d'énergie qui permettent de traiter les problèmes d'intermittence dont on parlait avec votre invité tout à l'heure, quand on n'a pas du soleil toute la journée. Donc nous, ce qu'on fait, quand on a du soleil à midi, qu'on en a trop, on pompe de l'eau d'un réservoir bas vers un réservoir haut. On va reparler de ça. Et en fin de journée, on le turbine et on récupère 70% d'énergie. Et l'alternative à ça, c'est les batteries. Et c'est important qu'on en parle, effectivement. Des batteries qui sont le plus souvent fabriquées en Chine. Donc nous, les ouvriers sur nos chantiers, on va devoir respecter toutes les normes sociales françaises. Et c'est tant mieux, bien sûr. On va devoir respecter la nature. En Martinique, on a dû détourner une conduite forcée pour pas déranger la nidification d'oiseaux endémiques qui s'appellent des orioles. Et on est très content de faire ça. J'ai mis la nature dans le nom de ma société. Mais mes concurrents chinois, eh bien, ils ont des employés qui peuvent pas syndiquer, qui touchent pas toujours les cotisations sociales, sont pas toujours reversées aux organismes. Et qui ne s'occupent pas des oiseaux. Et qui ne s'occupent pas des oiseaux. Ils peuvent même polluer les rivières du Tibet en déversant des produits toxiques quand ils extraient du lithium. Donc, on n'est pas du tout soumis aux mêmes règles et c'est ça le problème. Alors donc, on va reparler après les informations de l'hyper, parce que la grande question qui se pose, il faut peut-être pas fermer les frontières, mais peut-être se dire, retravaillons la mondialisation avec les règles égales. Et là, on ne va pas forcer les pays émergents à prendre nos règles parce qu'ils ne le feront pas. Comment faire? On en parle tout de suite après les informations avec Denis Père. La discussion continue avec André Berkoff et son invité Denis Père. Donc je rappelle, un créateur d'entreprise à succès, Business Object, qui est là, fondateur du réseau d'entrepreneurs Croissance Plus et du mouvement politique Nous Citoyens, et président de Nature and People First. Et puis surtout, il présente son livre Contrat mondial, comment la mondialisation peut redevenir humaine aux éditions First. On continue d'en parler dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Denis Père, on parlait effectivement de cette espèce de, non pas d'abîme, enfin de différence de temps et de temporalité et de régime et de statut entre les pays, les occidentaux, enfin les pays dits avancés, et les pays en développement et émergents, alors qui ont déjà émergé, parlons pas de la Chine, parlons pas du reste, mais dont les règles sociales et autres ne sont pas du tout les mêmes. Mais alors comment faire? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut revenir quand même, peut-être pas à la fermeture ou quoi que ce soit, mais quand même revenir à ce que les gens qui sont ensemble travaillent ensemble dans les mêmes règles et que les autres s'adaptent? Comment peut-on faire? Oui, je crois qu'il faut une alliance des démocraties libérales qui ont la même histoire sociale, la même histoire environnementale, qui respectent les hommes et la nature de la même manière. C'est d'ailleurs un peu le sens de l'appel de Joe Biden, qui a repris d'ailleurs le combat de Trump. C'est un des rares sujets qu'il a repris sur la façon d'essayer de rééquilibrer le rapport avec la Chine, et qu'il a repris en l'élargissant. Trump était dans un combat très solitaire, très nationaliste, même contre l'Europe, ce qui était, je pense, très contre-productif. Il était America First. Voilà, America First. Bon, Biden est plus ouvert et essaye de proposer une alliance des démocraties pour essayer de peser face à la Chine. Alors déjà, faire en sorte que la Chine respecte les engagements qu'elle a pris en rejoignant l'OMC il y a une vingtaine d'années. Elle a pas tenu beaucoup de ses engagements. Et je pense qu'il ne va pas encore assez loin. Je pense qu'il faut aller plus loin que ça, en disant, mais il faut aussi probablement intégrer le respect des normes sociales et environnementales dans ces accords de libre-échange, des accords en tout cas d'échange avec la Chine et avec d'autres pays émergents. Et je pense qu'il faut le faire en distinguant deux catégories de produits. Les produits qui sont stratégiques, qui sont vraiment au cœur des infrastructures essentielles, au cœur des télécommunications, du transport, de l'énergie, de l'eau, probablement aussi tout ce qui est lié au médical, et faire en sorte que là, le coût de la main-d'œuvre ne soit plus un élément de différenciation. Que vous ne soyez plus en situation de gagner des marchés parce que vous maltraitez vos employés.
qui est plus une prime aux exploiteurs. Oui, mais ça c'est le combat sur les tarifs douaniers. Vous l'aurez pas par l'humanisme, là. Bien vous sûr, ça se traduira bien sûr par une compensation sociale, moi c'est comme ça que je l'appelle, où on fera en sorte que le coût de la main-d'œuvre soit compensé. Vous êtes à 5 € de l'heure en Chine et vous êtes à 30 € de l'heure en Occident, eh bien on fera en sorte que vos produits soient vendus comme s'ils étaient à 30 € de l'heure pour ces produits stratégiques. Et cette compensation qui sera collectée aux frontières de ce vaste ensemble de pays développés, donc essentiellement les États-Unis et l'Europe et puis quelques pays périphériques, le Canada, l'Australie, le Japon, qui sera effectivement collecté aux frontières, soit reversé pour partie aux pays émergents, pour les plus pauvres, je pense intégralement, pour les aider à converger à travers des ONG, bien sûr, à travailler sur leurs normes sociales, sur éventuellement même des problématiques d'éducation, et l'autre partie soit reversée aux régions qui ont été les plus touchées par les délocalisations, cette France périphérique, cette Amérique périphérique, et qu'on aide à la reconversion en attirant des investisseurs, en formant les personnes qui ont perdu leur emploi, ce qu'on n'a pas suffisamment fait, à des nouveaux métiers. Donc c'est effectivement ce que je propose pour les produits les plus stratégiques. Donc plus de compétition sur le fait que vous êtes un pollueur ou un exploiteur, parce qu'on peut faire la même chose aussi sur les aspects environnementaux. D'ailleurs, il y a un projet au niveau de la Commission européenne qui s'appelle la taxe carbone aux frontières, pour éviter d'importer du carbone, et de la même manière importer du chômage aussi sur les aspects sociaux. Donc faire en sorte qu'il y ait une compensation pour qu'on ne se batte plus sur ces critères-là, mais sur d'autres critères. Non, parce que pour le moment, pardon, est-ce que, et là je ne non pas l'avocat du diable ou les pollueurs, mais vous savez, beaucoup de gens disaient oui, on va leur infliger des amendes, vous savez, pour les taxes carbone et compagnie. Oui. Mais ces pays-là, enfin je parle de la Chine surtout, mais même d'autres, payent des amendes en disant, vous avez vu les accords de Paris, les fameux accords de Paris, bon, Trump l'a quitté, mais avait-il vraiment tort quand on voit que l'essentiel n'était pas là, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune sanction? Que les pays qui polluaient, honnêtement, il n'y avait aucune sanction. Si vous avez, bien sûr, mais si vous avez une compensation sociale et environnementale carbone aux frontières, la question de payer ou pas ne se discutera même pas. Ça sera automatique. C'est ça, une compensation automatique. C'est automatique. Il n'y aura pas de débat. Et donc ça, c'est pour les produits, encore une fois, les plus stratégiques et les plus importants. Et pour les autres, oui. Et pour les autres, moi, je propose une petite compensation, peut-être un peu symbolique, mais qui permette d'inciter quand même à la convergence. Donc de l'ordre de 8% pour, je dirais, ceux qui respectent le moins les normes sociales et environnementales, et puis de 0 pour ceux qui les respectent le plus. Donc ceux qui respectent le moins les normes, eh ben ça sera sur un t-shirt à 20 €, ça sera 1,60 €. C'est pas dramatique, mais ça permet, et là aussi ça permettra d'affecter des moyens importants pour l'alimentation, le vin. Alors tout ce qui est chaussures, textiles, habillement, mobilier, les produits effectivement de consommation courante qui viennent pour beaucoup maintenant des pays émergents. Il ne faut pas non plus empêcher ces pays de se développer. Il faut les aider à se développer. Ils ont bien sûr droit aussi au développement. En plus, c'est important pour la stabilité du monde. Ça crée des marchés aussi pour nos entreprises. Donc, on a tout intérêt à les aider à se développer, mais pas de façon anarchique comme on l'a fait jusque-là, en les incitant effectivement à mettre en œuvre des normes sociales, environnementales qui graduellement vont se rapprocher des nôtres. Mais alors, Denis Père, oui, ça c'est très bien. Mais alors, revenons des pays qui ne sont pas sous-développés, mais en voie de sous-développement, comme la France. Faut le dire. Regardez ce qui s'est passé avec la désindustrialisation. Je ne vais pas donner des exemples. Enfin aujourd'hui, vous avez des zones entières en France, pour ne parler de la France, mais c'est vrai pour l'Europe, c'est pas vrai que pour la France, qui sont vraiment en déshérence. Absolument. Alors, cela, qu'est-ce qu'on fait pour cela ? Ce que je propose va permettre tout de suite de réindustrialiser. Par exemple, aujourd'hui, c'est devenu très compliqué de fabriquer des panneaux photovoltaïques en France, d'autant plus qu'on vient d'apprendre qu'en plus la Chine utilise du travail forcé ouïghour. Donc imaginez comment concurrencer un travail forcé ouïghour. Donc avec les mesures que je propose, vous pourrez redévelopper des usines de panneaux photovoltaïques qui seront compétitives. Vous pouvez redévelopper des usines de véhicules électriques. Donc tous ces segments qui sont en croissance, qui sont autant d'opportunités de création d'emplois. La transition énergétique, c'est une formidable révolution industrielle. On l'a pas encore complètement perçu chez nous. Les Chinois l'ont compris il y a très longtemps. Nous, on commence tout juste à le comprendre. Oui. Les éoliennes flottantes en mer, d'ailleurs votre précédent intervenant, c'était intéressant. J'ai un peu discuté avec lui en coulisses. Il est convaincu comme moi que l'éolien flottant en mer, qui est à 40 ou 50 km des côtes, ça pose aucun problème. Mais pas à 15 km des côtes. Pas à 15 km, disons que ça se discute. À 500 mètres d'une maison, c'est un problème. Voilà, ça c'est sûr. Mais voilà, moi, je pense qu'à 15 km, c'est pas forcément un problème. Lui, il pense que c'est un problème. Mais à 50 km, il est d'accord. Et donc, il y a effectivement tout un marché qui est en train d'émerger sur l'éolien flottant en mer, qui est une opportunité considérable parce que plus on s'éloigne des côtes, plus on se rapproche aussi des zones de vent. Les éoliennes flottantes en mer, elles ont 50 à 60% de taux de charge. Donc, elles fonctionnent pas en permanence, mais pas loin.
loin. Donc il y a beaucoup moins de problèmes d'intermittence. Et ça, c'est une opportunité industrielle considérable pour la France. Et donc on pourra redévelopper effectivement des entreprises industrielles, manufacturières qui vont employer des Français. Sachant que c'est vrai, vous avez raison, aujourd'hui notre industrie c'est 11% du PIB. C'est le même niveau que la Grèce, qui est un pays de tradition agricole. Nous étions l'un des pays les plus industriels de la planète. Bien sûr, on a inventé la photographie, le cinéma, on a co-inventé l'automobile et l'aviation. Et aujourd'hui, on est un des pays les moins industrialisés. Et c'est dramatique. Dramatique en termes évidemment de puissance, de création d'emplois et donc de capacité aussi à saisir les nouvelles opportunités industrielles comme celles qu'amène la transition énergétique. Alors justement, de ce point de vue-là, est-ce qu'il s'agit de faire une politique, alors je dirais une politique de relance assez forte, mais vous voyez en même temps, on vous dit, c'est un autre plan, le plan financier, mais enfin l'entrepreneur que vous êtes connaît cela. Est-ce que c'est bien continue, on en parlera aussi avec nos auditeurs, voilà, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait marcher la planche à billets à mort, enfin la BCE, la dette, on sait à combien on est à la dette. Est-ce qu'on continue comme ça? Parce que où on trouve tout l'argent? Aujourd'hui, on a l'impression, bon, mais ça y est, voilà, il y a la manne céleste, on continue, et demain, on rase gratis, et on verra pour la dette demain. Qu'est-ce qu'on fait? Non, moi, je suis très préoccupé comme vous par, effectivement, la hausse de la dette, surtout quand cette hausse de la dette, elle est liée à des frais de fonctionnement. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'on s'endette pour financer des infrastructures dont on a besoin, bien comme sûr. Par exemple ces éoliennes en mer flottante ou des solutions de stockage d'énergie. Là, je prêche pour ma paroisse, oui. mais donc non, des choses dont on a réellement besoin. Je suis plus préoccupé quand il s'agit de financer la paye des fonctionnaires à la fin du mois, les transferts sociaux. Il faut savoir qu'une bonne partie de la désindustrialisation française, on la doit à ce commerce mondial déséquilibré et sans éthique, mais on le doit aussi, malheureusement, à 40 ans de ce que j'appelle l'obscurantisme économique, de politique économique, où on a privilégié l'idéologie, on a condamné la réussite entrepreneuriale, on a lourdement sanctionné la réussite entrepreneuriale, on a développé la dépense publique de façon inconsidérée. On a aujourd'hui, pour faire la même chose que nos voisins, André Berkoff, on est obligé de prélever 48 points de PIB de prélèvement obligatoire quand nous, la France, pendant 10 ans. Donc ça n'a pas été très rose pendant pas mal d'années. Ça a pas mal changé quand même ces dernières années. Et d'ailleurs, il faut se féliciter de la suppression de l'ISF, selon moi, par Emmanuel Macron, qui n'est pas complète, mais qui est quand même une bonne chose, et qui a permis de réconcilier effectivement l'entrepreneur et la société française. C'est vrai qu'actuellement, mais dans la phase compliquée qu'on vit, c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup les entrepreneurs. Mais on va devoir les voir énormément dans la phase suivante. Parce que le retour de la croissance et de la création d'emplois, ça ne se fera qu'avec les entrepreneurs et qu'à travers des initiatives entrepreneuriales innovantes dans tous les domaines. La révolution digitale que je connais bien, la révolution de la transition énergétique que je connais maintenant aussi à travers mon activité. Donc c'est tout ça qui va nous permettre d'en sortir. Et puis ne pas oublier les PME, TPE. Bien sûr, et à travers les entrepreneurs, ils démarrent petits. Hein. Ils démarrent, moi, la première société que j'ai démarrée, on était 2, et puis voilà, c'est devenu un leader mondial. La deuxième, on était 2 aussi. Enfin, donc on démarre tout petit dans un garage, et puis quand ça marche, ça devient très gros. Et ça devient, qu'est-ce que Steve Jobs et Google, mais attention, ceux-là aussi, maintenant, ils deviennent trop gros. Bien sûr. Et ça, c'est un autre problème. On se retrouve donc... Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez réagir à partir de maintenant. Vous nous appelez au 0826 300 300. Vous pouvez évidemment venir poser des questions à notre invité Denis Père qui reste avec nous. Et puis, vous pouvez réagir à tous les autres sujets abordés aujourd'hui, notamment, on l'a dit tout à l'heure, le statut de victime d'éoliennes qui a été reconnu pour la première fois dans l'Orne, par la préfecture de l'Orne. Et puis, ce contrat avec AstraZeneca et l'Union européenne. Est-ce que les fonctionnaires européens auraient péché par amateurisme? C'est un peu ce que nous a dit Henri Malos. On attend aussi votre avis sur le sujet. 0826 300 300. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. André Berkoff dans tous ses états avec son invité Denis Père et avec vous aussi. Vous êtes peut-être dans tous vos états. En tout cas, vous allez nous raconter tout ça. Vous nous appelez au 0826 300 300. Allez, on part à Perpignan. On donne la parole à Claude. Bonjour Claude. Oui. Bonjour André Berkoff. Bonjour Claude. Denis Père. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, pour une fois, tous les sujets qui ont été traités m'interpellent et me permettent de dire un ou deux mots. Alors, je voudrais dire tout de suite à Denis Père que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit sur la façon de réguler un peu les échanges entre des pays de niveaux sociaux différents. Et c'est vrai que ce qui manquait jusqu'à présent dans les échanges internationaux, c'était cette espèce de régulation, de rétablissement relatif d'équilibre, et qu'à la limite, on pourrait même taxer les produits qui viennent de pays sans protection sociale, mais que la taxe soit réutilisée en la reversant à ces produits pour qu'ils puissent eux-mêmes... Voilà, ça c'est des idées qui ont été avancées il y a déjà une dizaine d'années. Ça, je trouve que ça va très bien.
En revanche, là où je suis beaucoup moins d'accord avec lui, c'est sur l'avenir de l'éolien flottant offshore. Moi, j'ai fait d'abord en 2003, quand j'étais membre du Comité économique et social européen, j'ai fait un rapport sur les enjeux de l'électricité nucléaire pour l'Europe. Et à l'époque, on disait, parce que les centrales françaises étaient à mi-parcours, elles avaient une vingtaine d'années sur une durée de vie de 40, et on montrait à cette époque-là, on a fait une audition publique avec des experts de toute l'Europe qui sont venus, et on a montré que même les déchets ultimes n'étaient pas un problème insoluble. Et moi, ce qui me navre aujourd'hui, c'est qu'on entend dire partout, y compris certainement dans les classes de collège, qu'on ne sait pas gérer le problème des déchets ultimes du nucléaire, ce qui est faux. Les Suédois ont fait des laboratoires enterrés à 500 mètres dans le granit. Nous, on fait dans la Marne un laboratoire CIGEO qui malheureusement risque de devenir une ZAD si on ne fait pas ce qu'il faut. Je crois qu'il faut faire une pédagogie sérieuse sur le fait que on sait gérer les déchets ultimes. Bon, alors, et je voudrais dire aussi que l'éolien en mer à 40 km c'est parfait, sauf que le courant électrique pour le transporter à 40 km, d'une part ça coûte, et puis deuxièmement ça arrive sur les côtes d'un pays dans lequel on est au bout du réseau, parce que les centrales et la production de puissance en France, elle est dispersée sur le territoire. Hein, donc c'est comme si vous vouliez remplir les châteaux d'eau en passant par les installations finales des gens. Alors Claude, c'est intéressant, juste, vous allez continuer, mais peut-être que Denis Père, justement, qui s'occupe en ce moment de ça avec sa société, pourrait vous répondre. Alors, je ne suis pas un expert de l'éolien offshore flottant, mais je connais un petit peu le sujet, effectivement. Moi, je suis moins pessimiste. Les simulations de coûts qui ont été faites montrent qu'on arrive à des coûts qui sont inférieurs à ceux du nucléaire aujourd'hui, en tout cas du nouveau nucléaire, hein, parce qu'effectivement, quand on compare l'ancien nucléaire, qui est très amorti, on est à des coûts qui sont supérieurs, mais par rapport au nouveau nucléaire, à Flamanville en particulier, on est à des coûts qui sont nettement inférieurs. Et donc, et particulièrement quand on est loin des côtes avec beaucoup de vent. Alors effectivement, il faut poser des câbles d'alimentation, mais tout ça est dans les équations. Et aujourd'hui, des pays comme l'Écosse, enfin l'Angleterre, la Norvège, l'Allemagne investissent des milliards, voire des dizaines de milliards d'euros dans des éoliennes offshore flottantes. Ils ont fait leurs calculs et ils ne sont pas complètement fous. Donc je pense qu'il y a un vrai potentiel. Sur le nucléaire, moi je suis partagé. Je pense qu'on a fait cet investissement, il est là. Moi je ne suis pas forcément partisan de tout fermer, mais je pense qu'on va diluer la part du nucléaire parce qu'il y a une telle demande d'électricité qui va apparaître dans les années qui viennent entre le véhicule électrique, entre l'hydrogène qui est fabriqué par électrolyse, que le nucléaire va redescendre naturellement à 50%. Sur les déchets, c'est un débat qui est très technique. Je ne suis pas aussi enthousiaste que vous. Moi, ce que je sais, c'est que les gens qui stockent les déchets nucléaires, ils ont quand même fait travailler des linguistes pour arriver à mettre sur un petit pictogramme un dessin qui disait que si on ouvrait la porte là, dans 100 000 ans, ça allait être très 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 dangereux parce que dans 100 000 ans, on n'est pas sûr qu'on parle encore la même langue. Donc il y a quand même encore un vrai sujet. Encore autre chose. Il y a quand même encore un vrai sujet. Juste Denis Père, avant de laisser la parole à Claude, quand même. Le problème, vous parlez des voitures électriques, mais on sait très bien que les batteries sont polluantes. On sait très bien que les batteries électriques, là aussi, il y a un vrai problème. On les envoie en Afrique après, etc. Et puis le problème, c'est encore une fois, c'est l'intermittence. C'est-à-dire que quand on dit que ça règle les problèmes électriques, c'est pas vrai. Alors, l'intermittence, on va en parler, puisque là, c'est vraiment mon métier. Oui. Alors, sur les batteries, vous avez raison. Les batteries, effectivement, il faut recycler les déchets toxiques, qui est une des contraintes des batteries. Mais aujourd'hui, la part de marché des batteries, elle est considérable, malgré ces contraintes, malgré ça, malgré la dépendance aussi sur les matériaux rares, comme le lithium et le cobalt, où il faut s'approvisionner auprès d'un petit nombre de pays en monopole ou en oligopole. Le cobalt, c'est la RDC, République démocratique du Congo, qui contrôle 65% du marché mondial. Et la Chine, le reste. Et la Chine, le reste, c'est ça. Le lithium, vous avez 3 pays qui contrôlent 80% de la production mondiale. Et la Chine fabrique effectivement 70% des batteries lithium-ion. Donc effectivement, vous faites le choix des batteries, vous rentrez en dépendance et vous avez des déchets toxiques à gérer. Cela dit, c'est une technologie qui est parfaitement acceptable aussi par ailleurs et qui est intéressante. Simplement, elle a une part de marché considérable parce qu'elle est subventionnée par des coûts très bas, à la fois des coûts sociaux et des coûts environnementaux. Donc la solution à l'intermittence, c'est potentiellement ce qu'on fait nous. Nous, on réinvente une technologie qui est connue, qu'on appelle le pompage-turbinage, où on utilise de l'eau, du dénivelé, des bassins en circuit fermé, quelques centaines de mètres de dénivelé, des bassins qui font 1 ou 2 hectares. Quand on a de l'énergie effectivement très excédentaire à midi, on va pomper l'eau du bas vers le haut, énergie photovoltaïque, et en fin de journée, à la pointe de production, quand il n'y a plus de soleil, entre 18h et 22h, eh bien, on va turbiner, on va relâcher l'eau, on va turbiner cette eau et on va restituer 70% de l'énergie. Donc ça marche très bien. C'est une solution qu'on est en train de prouver actuellement à la Martinique, avec une solution qui va permettre tout de suite de faire des économies, même par rapport à l'alternative, qui est d'utiliser des centrales au fioul, diesel. On va permettre d'économiser entre 40 millions et 565 millions d'euros sur la durée de vie de l'actif. Écoutez, avec ces solutions. Espérons-le, parce que pour le moment, on est en train d'importer du charbon de l'Allemagne. Oui, c'est
dommage. Bien sûr, c'est dommage. Claude, oui, allez-y. Oui. Allô, Claude, allez-y. Oui, merci. Bon, alors je voudrais revenir. Bon, la promotion de l'éolien, je connais le discours. Hein. Moi, je viens de l'Ariège, un département où on a réussi à se battre pour qu'il n'y en ait pas, pour détruire le patrimoine et tout ça. Non, alors je voudrais parler de l'anti-Covid. Tous anti-Covid, est-ce que c'est possible? Absolument, absolument, allez-y. Alors, moi, je suis perplexe parce que j'ai l'application Tous Anti-Covid et j'écoute régulièrement la publicité qui dit nous sommes plus de 10 millions, si tout le monde la met, etc., etc. Demain, alors, moi, je comprends pas les chiffres que ça donne. Alors, on est aujourd'hui 12 700 000 qui ont l'application sur leur téléphone. Et sur ces 12 700 000, il y en a 113 900 qui sont déclarés des cas positifs. Donc, ces cas positifs, si j'applique le fameux R, là, le taux de multiplication, je devrais avoir ceux qui sont à proximité des cas positifs, je devrais en avoir plus de 100 000. Or, j'en ai la moitié, j'en ai 60 000. Alors, on me répond souvent, oui, mais c'est parce que l'échantillon n'est pas représentatif. Moi, je suis désolé, s'il y a 12 millions de gens qui ont l'application, même s'il n'y en a qu'un quart qui le fait sérieusement, ça fait 3 millions de gens qui l'utilisent, c'est pas des gens qui vont monter tout seuls. Claude, on va pas s'éterniser là-dessus. Moi, je crois qu'il n'y a même pas 5% qui le faut vraiment. Mais je peux me tromper, hein, je n'ai aucune... D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que les chiffres sont incohérents parce qu'on devrait avoir plus de gens déclarés au voisinage. On devrait retrouver le ratio, le fameux R, qui est de l'ordre de 1,1, alors qu'en fait, on est à l'ordre de 0,6. Et moi, je ne comprends pas parce que les gens qui prennent l'application, c'est des gens qui savent qu'ils vont aller dans des endroits où il y a d'autres personnes. Le type qui se promène tout seul à la campagne, il ne va pas mettre l'application Tous Anti-Covid. Hein. Donc là-dessus, il faudrait un jour qu'on nous demande, que des experts viennent nous dire comment il y a une différence entre l'application et le discours ambiant quotidien. Écoutez, comme on n'a pas l'expert là, on va peut-être pas... Vous avez s'éternisé là-dessus, mais c'est une bonne question. C'est une bonne question. Ok, Claude. Allez, vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. Je rappelle tous les sujets que nous avons abordés aujourd'hui. La fermeture d'un parc éolien pour des victimes du bruit dans l'Orne. La signature du contrat d'AstraZeneca avec l'Union européenne. Est-ce que nos fonctionnaires européens ont fait preuve d'une certaine forme d'amateurisme? C'est ce que dit en tout cas notre invité Henri Malos. Et puis une mondialisation humaine, est-ce que c'est possible? C'est ce que nous dit en tout cas notre invité Denis Père. Denis Père, voilà, j'avais oublié le prénom. Allez, vous nous appelez 0826 300 300. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et vous aussi, vous êtes dans tous vos états et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. On va aller en Provence. On va donner la parole à Dominique. Bonjour Dominique. Oui, bonjour Dominique. Bonjour à tous. Bonjour André, bonjour Denis. Bonjour. Donc, je vais intervenir, je vais faire le lien entre les éoliennes et Denis Père. Oui. Et bien montrer, et c'était fabuleux parce que l'échange précédent avec l'auditeur précédent, fort intéressant d'ailleurs, montre bien qu'on va avoir énormément de mal à l'assurer, cette transition écologique, cette transition énergétique, parce qu'on a des querelles de clocher entre les pro-nucléaires, les pro-marémotrices, les pro-éoliens, les les pro-hydrauliques. Et aujourd'hui, moi, je travaille depuis 2 ans sur la suppression du ministère de l'écologie, qui est complètement inutile en France, qui ne produit que du vent. On devrait d'ailleurs y mettre des éoliennes devant, parce qu'on pourrait les faire tourner pratiquement à l'année et 7 jours sur 7. Et aujourd'hui, moi, je me rappelle notre ancien président Charles de Gaulle, qui s'était, à la sortie de la guerre de 1945, adjoint les services de Joliot-Curie, et avait fait de la France le champion actuel que nous sommes de l'énergie nucléaire, en créant le Haut Commissariat à l'énergie atomique. Eh bien, moi, je supprimerai, et j'ai monté tout le dossier parce qu'il implique chacun des Français, il implique chacune des entreprises, chacune des énergies, mais aussi surtout chacune des universités françaises, faisant de nous des champions, en créant un Haut Commissariat à la transition écologique, indépendamment de toutes les recherches que pourraient mener les entreprises individuelles, mais pour faire de la France, dans 5 ans, le champion de la transition écologique, le champion des nouvelles énergies, que ce soit dans le nucléaire, dans l'éolien, dans la marémotrice, dans le fluvial, parce qu'aujourd'hui on a encore très très mal exploité les petites turbines fluviales qui pourraient être mises en amont des villes et alimenter les villes par un flux constant que provoque le fleuve. Je serais ravi d'en parler avec Denis Père, je serais ravi d'en parler aussi avec Xavier Bertrand qui utilise mes idées. Mais aujourd'hui, manifestement, on va avoir beaucoup de mal si chacun dans son coin, on crée une structure. Écoutez, on va vous mettre en contact avec Denis Père et vous allez pouvoir effectivement échanger avec lui et ce serait très très bien ça. Je voudrais quand même vous remercier parce que vous êtes
l'appareil auditif de mon acouphène ambiant. C'est vraiment génial de pouvoir vous écouter, de pouvoir prendre la parole, d'avoir des attitudes posées, réfléchies et éclairées de par les intervenants que vous invitez. Merci, monsieur Denis Père. Et je serais ravi de vous présenter mon livre en avant-première qui sort en mars, qui va permettre à chacun des Français de se reconstruire un projet. Eh bien, écoutez, Dominique, c'est très simple. On le présentera. Vous l'envoyez à Sud Radio, au 104 avenue Président Kempf, vous avez l'adresse, et ce sera avec plaisir. Hein. Ah, mais je vous ferai un plaisir et on va se régaler ensemble. D'accord. Merci, Dominique. À bientôt. À très bientôt et encore merci. Merci beaucoup, en tout cas, Dominique. Et puis, on va donner la parole à Catherine, qui est dans les Yvelines. Bonjour, Catherine. Oui, bonjour, Catherine. Bonjour, monsieur Berkoff. Bonjour à votre invité. Bonjour, Clémence. Bonjour. Oui, moi, je voulais réagir très rapidement sur deux choses, les éoliennes et la censure. Oui. Les éoliennes, bon, je suis pas du tout une spécialiste de l'énergie, mais moi, ce que je vois, c'est que c'est une catastrophe environnementale. C'est d'une mocheté à n'en plus finir. Je ne sais pas si vous avez vu l'allure du Cap Corse avec toutes les éoliennes dessus. C'est épouvantable. Et je ne suis pas sûre du tout, de ce que j'entends en tout cas, qu'au plan énergétique, ça soit une vraie réussite. Effectivement, bon, il y a ce problème d'intermittence. Il y a le problème qu'on a basculé tellement... qu'on a voulu basculer tellement vite que maintenant on est obligé soit d'être en blackout, soit d'avoir du charbon allemand. Voilà, du charbon allemand. Donc, c'est une vraie catastrophe. Je crois qu'on avait une bonne filière qui était la filière du nucléaire, qu'on pouvait très bien travailler, comme Monsieur Père l'a dit, sur la question de réutilisation des déchets. Et voilà. Donc, voilà, ça fait des investissements. On va en reparler. C'est très bien, Catherine. Et vous aviez un second point, je crois. Oui, c'était la censure, parce que ce qui m'a amusé, entre guillemets, sur la censure de Boulevard Voltaire, c'est que moi j'ai exactement le même bandeau sur mon compte Twitter. Alors j'ai ouvert un compte Twitter très récemment parce que je voulais avoir de la vraie information. Je vous écoute, je lis François, mais voilà, j'allais aussi à la pêche, tous les autres médias j'ai zappé. Et c'est absolument effarant, c'est cette censure, la liberté guidant le peuple quand même. Oui, c'est pas mal, oui. C'était une jolie métaphore. Hein. Et alors, franchement, vous savez, Musset a été censuré par Facebook. Qui ça? Quand même. Musset. Alfred de Musset. Ah oui, absolument, on en a parlé. Oui, Alfred de Musset, exact. Oui, exact. Hein? Parce qu'il disait que les hommes sont ceci et les femmes sont cela. Mais voilà, ça se les hommes dit sont menteurs, inconstants, faux bavards, hypocrites, et les femmes des dépravés, perfides, vaniteuses. Mais alors, ces deux êtres-là, quand ils se rencontrent, c'est absolument magnifique. Eh ben non, censuré, vous comprenez, parce que discours haineux et de déclaration d'infériorité. Mais Mais vous savez, à des moments, la bêtise au front de taureau essaie de prendre le pouvoir. C'est arrivé plus souvent dans l'histoire. Et nous sommes dans une de ces phases où la bonne conscience et le politiquement correct essayent. Vous voyez, on brûle plus les bouquins comme sous Hitler. On les cancel. Ça s'appelle la cancel culture. On les efface. Vous voyez, on efface. Là, on n'est pas violent. Hein. On ne brûle pas les livres, mais on les fait disparaître. Vous voyez, Babar et Colonial, par exemple. Bambi, c'est pas pour les enfants parce qu'il y a des Roland, racistes, et les Aristochats, n'en parlons pas. Franchement, ils vont les chercher où, les Roland racistes? Quand j'étais petite, on lisait La Case de l'Oncle Tom. Écoutez, ils vont les chercher dans leurs neurones ravagés par leur sentiment du bien, c'est-à-dire c'est les Khmers. Vous savez, avec les Khmers rouges, ça c'est les Khmers, je ne dirais même pas littéraires parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Voilà, le fanatisme, l'extrémisme, il est partout, et ils pensent en plus agir au nom du bien et de la vertu. Vous savez, c'est les ligues de vertu, hein, c'est pas nouveau ça. En tout cas, Catherine, il faut se défendre, il faut résister. Surtout pas. Je vais vous dire une chose, André. Moi, j'ai strictement aucune envie de me faire effacer. Ah, j'espère. Mais il est hors de question qu'on vous laisse vous effacer et que vous laissiez vous effacer. Et ce sera le cas, j'espère, pour tous les auditeurs de Sud Radio et tout le monde. Il ne manquerait plus que ça. J'espère aussi et merci à vous. Merci Catherine. Et continue de résister pour exister. Et tout de suite, on va en Dordogne. On donne la parole à Bertrand. Bonjour Bertrand. Oui, Bertrand, bonjour. Bonjour André, bonjour tout le monde, les auditeurs. Oui, on vous écoute Bertrand. Allô?
Oui, vous m'entendez? Oui, allez-y, on vous écoute. Ah oui, pardon. Voilà, je voulais intervenir au sujet de ce que j'ai entendu tout à l'heure dans votre émission, à savoir les professeurs qui avaient refusé d'appeler, de rebaptiser le lycée Samuel Paty. À Olioul, oui. Non, c'était un collège peut-être, pardon. Non, je crois que c'était un collège, oui, attendez, je ne suis pas sûr si c'était collège ou lycée, je crois que c'était, attendez, je vais tout de suite regarder, le collège d'Olioul, c'est ça. Voilà, oui, c'est ça. C'est un collège, ouais. Et alors, moi, ça me met très mal à l'aise cette histoire, parce que je comprends pas que la corporation des enseignants qui ont vanté pendant des années, sous d'ailleurs quelquefois des influences de partis politiques ou lors du PS, du Parti socialiste en particulier, parce que c'était le fonds électoral du PS. Donc ils ont vanté les bienfaits de l'immigration. Et aujourd'hui, ils sont incapables d'avoir un petit peu de recul quand il y a des excès, et ça les place vraiment dans une position, c'est presque de la malhonnêteté intellectuelle. Voilà, il faut simplement dire les choses. Donc, moi, le pauvre Samuel Paty, dont on a fait des choux gras il y a quelques semaines, de voir qu'il n'est pas défendu un petit peu plus que ça par des... On a fait des minutes de silence dans les établissements scolaires, je m'en rappelle. De voir qu'il n'est pas plus défendu que ça par ses collègues, je trouve ça vraiment, ce sont des pleutres, simplement. On est bien d'accord, vous n'êtes pas le seul à penser, je le pense aussi, et on n'est pas les seuls à le penser. Vous avez tout à fait raison. Merci. Je voudrais juste, Denis Père, il y a un problème, on parlait des énergies renouvelables ou pas, et des éoliennes. Vous avez vu, en tout cas, nous on a, encore une fois, je n'ai pas de jugement là-dessus. En fait, le problème des éoliennes est aussi, il faut le dire, même si peut-être c'est pas fondamental, un problème esthétique. C'est-à-dire que c'est vrai, moi-même je le dis, quand je passe dans un certain paysage de Provence sublime et que je vois cette espèce de chauve-souris papillonnante blanche, c'est vrai que je dois dire, alors vous allez me dire oui, mais enfin il y a des priorités, c'est vrai, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui choque. Alors voilà, bon, je reconnais, je dis pas, oui, c'est pas pour ça qu'il faut pas les faire, mais il faut être sûr vraiment, et enfin, j'espère que ça apporte ce que ça doit apporter dans je dirais, dans l'approvisionnement, effectivement, aux besoins essentiels des Français, dont l'électricité fait partie, bien sûr. Oui, alors effectivement, je pense qu'il faut d'abord, tout ce qui est esthétique, c'est quand même très subjectif. Il y a des gens qui vont trouver ça très élégant et très. Je ne crois pas qu'il y en a beaucoup. Une certaine modernité. Je ne crois pas qu'il y en a beaucoup. Vous savez, quand on a mis la pyramide de paye au milieu de la cour du Louvre, vous avez des tas de gens qui disaient que c'était horrible. Oui, mais il y en a une. Et puis 25 ans plus tard, voilà, on trouve ça magnifique. Oui, il y en a une, là, il y en a 400. Oui, enfin. Mais effectivement, il ne faut pas les mettre dans des sites remarquables. Il ne faut pas les mettre à 500 mètres des maisons. Voilà. Et c'est vrai que c'est pour ça que l'éolien flottant, qu'on met à 40 à 50 km des côtes, donc qu'on ne voit pas, c'est évidemment la solution. Et en plus, c'est là qu'on a le plus de vent. Donc c'est là qu'on a la meilleure équation économique. Donc c'est évidemment ça qu'il faut faire, et c'est une opportunité formidable de réindustrialisation autour de cette filière. Tout à fait. Clémence ? Allez, vous continuez de nous appeler 0826 300 300. Vous connaissez déjà ce numéro de téléphone par cœur. Et vous pouvez réagir à tous nos sujets. On a dit les éoliennes, justement, on en parle encore et toujours. AstraZeneca ou la mondialisation humaine. À tout de suite. Oui, et toujours avec Denis Père et son livre passionnant, Le contrat social, que je vous recommande aux éditions First. Le contrat mondial, pardon, le contrat social, c'était Rousseau. Enfin, voilà, on avance. Denis Père, vous avez tenté l'aventure politique, et je voudrais vous poser une question par rapport... D'un côté, vous êtes entrepreneur depuis une bonne trentaine d'années. Vous avez tenté la politique, ça n'a pas duré longtemps. Mais ce rapport entre entrepreneur et politique, et l'image d'entrepreneur, parce qu'après tout, on peut dire aussi que le MEDEF fait de la politique, puisque l'actuel patron du MEDEF et tous les autres avant, que ce soit Geoffroy Roux de Bézieux et les autres, parlent effectivement politique, donnent leur avis, etc. Comment vous évaluez en France, enfin, ce rapport, et comment vous l'avez vécu ? Moi, je me suis engagé 2 fois en fait dans le débat public. Une première fois en 97 en créant Croissance Plus pour permettre aux salariés des entreprises innovantes françaises de pouvoir avoir accès au capital, en fait, de devenir des co-entrepreneurs, parce qu'il y avait un mécanisme qui existait avant, qui avait été détruit par l'État parce qu'il y avait eu quelques abus de quelques grands patrons d'Elf Aquitaine à l'époque. Donc on avait mis des charges sociales rétroactives, et donc les startups comme nous qui en avaient donné à tous nos collaborateurs pour les associer à la réussite, on était lourdement pénalisés. Les collaborateurs eux-mêmes n'avaient plus aucun intérêt
d'intérêt avec ces mécanismes qui étaient hyper taxés. Et donc, on a amené la création d'un nouveau mécanisme qui s'appelle les BSPCE et qui est au cœur de la réussite de la French Tech aujourd'hui. C'est un des piliers qui existe encore et qui permet d'associer tous les collaborateurs à la réussite de l'entreprise, de partager la création de richesse avec eux. Donc ça a été mon premier engagement en 97. Et puis ensuite, je me suis réengagé pendant un an à peu près, en fin 2013 jusqu'à octobre 2014, en créant un mouvement effectivement qui s'appelle Nous Citoyens, pour réagir en fait à la campagne présidentielle de 2012 où on avait estimé qu'il n'y avait pas eu de débat. On parlait pas des vrais sujets. On dénonçait des boucs émissaires. C'était la faute aux riches pour les uns, c'était la faute aux étrangers pour les autres. Mais en France, il n'y avait rien à changer, tout allait bien, circulait, il n'y a rien à voir. Or, en tant que chef d'entreprise en particulier, moi je connaissais des tas de sujets qui bloquaient la création d'emplois. Par exemple, le sujet des indemnités de licenciement qui étaient déplafonnées, c'était la roulette russe quand on allait au prud'homme. On pouvait même faire faillite. Il y avait des PME qui faisaient faillite parce qu'on leur réclamait des indemnités qui étaient considérables. Et donc, il fallait essayer de les recadrer, de les replafonner. Ce qu'a fait d'ailleurs Emmanuel Macron après son élection. Il y avait tout un tas de choses à faire aussi pour relancer l'apprentissage, etc. Et donc, il y avait bien sûr le sujet de la dépense publique qui était déjà hors de contrôle et qu'il fallait mettre sous contrôle avec une surfiscalité, une suradministration, etc. J'ai fait ça pendant un an. Ça s'est très bien passé. On a fédéré énormément de gens. On a eu 25 000 sympathisants, 12 000 adhérents payants. On est devenu le 9e mouvement politique français en 9 mois. J'ai pas continué parce que ça allait au-delà de l'engagement que j'étais prêt à prendre. Moi, ça faisait 25 ans déjà que je parcourais le monde en permanence pour développer des entreprises aux quatre coins du monde. J'ai 4 enfants, j'avais des enfants qui étaient encore jeunes à l'époque. Je les voyais plus du tout. Et j'aime mon pays, mais j'ai souhaité quand même essayer aussi de m'occuper un peu de mes enfants. Et donc, j'ai passé la main. Ça marchait très bien. J'ai quelque part été un peu victime du succès en fait qu'on a connu. Et j'ai passé la main à Jean-Marie Cavada à l'époque, qui était quelqu'un qui était proche de nos idées. Et puis, ça s'est pas très bien passé parce qu'il était un peu différent de moi. En tout cas, c'est ce que pensaient les adhérents. Mais au final, on a quand même rendu service au pays, je pense, parce qu'on n'a pas eu une présidentielle pour rien en 2017 qui était clairement notre objectif. On a eu un vrai débat. Vous vous souvenez, on a quand même eu 2 candidats qui sortaient du déni et qui faisaient des vraies propositions. Alors à des degrés divers, François Fillon et Emmanuel Macron. Et donc, d'ailleurs, j'ai encouragé à voter pour l'un ou l'autre. J'avais un peu une préférence pour Fillon à l'époque parce qu'il allait plus loin. Et quand Fillon a été battu, j'ai soutenu Macron en disant c'est mieux que rien, c'est quand même un programme de réforme. Et il a fait des choses d'ailleurs au début de son mandat. Donc oui, je pense qu'on a impacté le débat public. On a changé la conversation, comme disent les Américains, en mettant sur le débat public des sujets qui n'y étaient pas jusque-là, et on a permis de faire avancer le pays, je pense, grâce à cette mobilisation. Écoutez, on verra, voilà. En 2022, c'est les nouvelles élections présidentielles, et on verra si ça a été bien impacté ou pas. Et en attendant, vous pouvez continuer de nous appeler 0826 300 300. On donne la parole à David, qui nous appelle de région parisienne. Bonjour David. Oui, bonjour David. Bonjour André, bonjour Clémence. Bonjour. Bonjour à votre invité Denis Lepère et bien sûr bonjour à l'éditeur de Sud Radio. On vous écoute David. Donc d'accord, moi je vous appelle pour passer un coup de gueule. Allez-y. Par rapport justement à la problématique des solutions renouvelables. Car comme l'a dit récemment l'ONU, le monde se dirige vers un réchauffement climatique catastrophique. En 2020, en fait, on a eu une augmentation de 1,5 degré au-dessus de l'ère pré-industrielle. Donc, nous rapprochant dans une catastrophe annoncée. Donc, les solutions dans le transport nous conduisent dans une impasse avec une fausse transition. Moi, ça fait 12 ans avec une société en Australie qui s'appelle Engine Air. Nous proposons donc une nouvelle direction écologique, car nous ne produisons pas d'émissions polluantes. Vous faites quoi? C'est quoi? Non mais rapidement, très rapidement David, parce que malheureusement on n'a pas beaucoup de temps. C'est quoi votre société? C'est quoi Engine Air? C'est quoi Engine Air? Donc Engine Air, en fait, c'est un ingénieur qui s'appelle Angelo Di Pietro. Il a développé un moteur rotatif qui marche avec n'importe quel gaz. N'importe quel gaz. N'importe quel gaz. N'importe quel gaz. Mais nous, par exemple, dans le transport, on veut utiliser de l'air comprimé. Pourquoi l'air comprimé? Parce que justement, avec les énergies renouvelables intermittentes, on peut stocker cette énergie-là sous forme d'air comprimé et après remplir, par exemple, un réservoir d'un petit véhicule avec l'équivalent de 1 litre de pétrole. Nous, avec c'était l'équivalent de cette énergie qui représente 10 kilowatts, nous, on peut faire 100 kilomètres. Et ensuite, on peut recharger... À l'air comprimé, quoi. À l'air comprimé, carburé à l'air comprimé. Voilà, donc en fait, nous on n'utilise rien. On comprime, on décomprime. Vous voyez? Je comprends. Et ensuite, cette solution aussi, elle peut être, bien sûr,
applicable pour faire de l'électricité. Donc là, on a un circuit fermé. Donc justement, avec les énergies renouvelables, on transforme cette énergie-là sous forme d'air comprimé qu'on enfuse sous terre ou dans des gros réservoirs. D'accord, j'ai compris. Voilà, et on va reconstituer. Après, on va. Denis Père, vous avez entendu parler de cela ou Alors, je ne connais pas cette technologie, mais ce qui est certain, c'est que la transition énergétique, c'est l'occasion d'exprimer une créativité formidable aux quatre coins du monde. Et les Français ne sont pas en reste. On est un peuple extrêmement créatif. Je l'ai rappelé tout à l'heure, on a inventé la photographie, on a inventé le cinéma, on a inventé l'aviation, l'automobile. Je pense que si on fait ce qu'il faut en créant un environnement qui permet aux cerveaux les plus brillants de s'exprimer, de les accompagner, de les financer, le cas échéant, on va réussir à développer les innovations dont on a absolument besoin, effectivement, pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc c'est une formidable opportunité de création d'entreprises, d'emplois, de création de richesses pour notre pays. De toute façon, je veux dire, l'histoire est pleine, c'est dans la nécessité que l'on crée, et la nécessité que l'on invente. N'oublions jamais qu'Internet a été inventé parce que la structure militaire américaine avait besoin de liens s'il y avait une guerre atomique. Et donc, on sait très bien que les inventions partent on ne s'attend pas du tout à ce que ça va. Et voilà, la nouveauté arrive sur les pattes de Colombe. Clémence. Allez, on retourne au standard. On donne la parole à Charlie de Gironde. Bonjour Charlie. Bonjour Charlie. Oui, bonjour. Bonjour André Berkoff. Bonjour à votre invité. Oui, je vous téléphone, c'est pour parler un petit peu de la transition énergétique et l'alternative à l'éolien. Oui. Il y a aussi d'autres énergies comme l'énergie hydroélectrique avec les barrages ou les centrales marémotrices qui sont il y en a un petit peu en France, mais ça pourrait être plus exploité que ça parce que en France il y a plein de cours d'eau qui pourraient être mieux utilisés que ceux qui le sont, quoi. Voilà. Et je voulais dire aussi que actuellement ils veulent privatiser un petit peu l'hydroélectrique en ouvrant la concurrence. Je pense qu'il y a la place pour tout le monde, mais pas en supprimant l'existant de ce qu'a EDF, quoi. Ah oui, d'accord. Pas supprimer EDF. Alors justement, Denis Père, la part, on a parlé, c'était le fil rouge presque, public et privé. Est-ce qu'aujourd'hui, alors on parle plus, c'est toutes ces innovations, ce que vous faites vous, dans votre société et beaucoup d'autres dans leur domaine, est-ce qu'aujourd'hui, franchement, qu'est-ce qu'il faudrait, c'est le principe de subsidiarité mais appliqué autrement, pour vous, la place publique et le privé? Est-ce que le public définitivement doit s'occuper du régalien et puis laisser au privé les initiatives? Vous, après 30 ans d'entrepreneuriat, à ce point de vue, où en êtes-vous? Oui, moi je pense que le public doit rester sur les grandes orientations stratégiques. Ça, c'est vraiment son domaine, c'est ce dont il doit s'occuper. C'est-à-dire par exemple, la politique énergétique. On doit aller dans quelle direction, quelle doit être la part du nucléaire, bien sûr, dans un débat avec les citoyens. Oui, et l'exécution opérationnelle doit être le plus possible confiée au privé. On a vu, par exemple, dans le domaine de la santé, quand l'État cherche à acheter des masques, on pourrait se dire acheter des masques, c'est facile. Ben non, acheter des masques, c'est compliqué. Ceux qui achetaient le mieux les masques pendant la pandémie, c'était la grande distribution. Donc on voit bien que beaucoup de métiers, même des métiers qui paraissent simples, comme l'achat de masques, c'est des métiers qui sont difficiles d'accès aujourd'hui au public, avec en plus une sophistication de plus en plus importante. Donc je pense qu'il faut que le public se concentre avant tout sur les orientations stratégiques et laisser au privé l'exécution. Ce qui existe déjà, il y a pas mal de modèles qui fonctionnent comme ça en France. Les crèches sont très souvent privées en France. Il y a beaucoup d'hôpitaux, de cliniques privées, ce qui fonctionne très bien, qui sont moins chers que les hôpitaux publics, à prestations équivalentes. Et puis dans l'énergie, ça marche bien aussi. Nous, ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment un partenariat public-privé qui fonctionne extrêmement bien, où le public nous dit, l'État nous dit, voilà, on a besoin de stocker de l'énergie en Martinique ou à La Réunion, faut pas que ça coûte plus que ça, maintenant offrez-nous les solutions. Et c'est vous qui allez, messieurs du privé, les construire, les exploiter, et ça marche extrêmement bien, c'est une source très féconde d'innovation. Pourquoi ils l'ont pas fait, justement, par rapport à pourquoi ils l'ont pas fait par rapport à justement aux tests? Vous savez, il y avait des laboratoires, vétérinaires qui avaient des tests et on l'a pas fait. Les masques, la même chose. Pourquoi en France, l'alliance publique-privée, bien sûr qu'elle existe, mais pourquoi elle est si difficile quelquefois à mettre en... Parce qu'il y a des vieux réflexes étatistes, parce qu'il y a une culture très forte depuis 40 ans de dirigeants politiques qui sont eux-mêmes issus de l'État, qui connaissent mal le secteur
privé, qui lui font pas confiance, qui sont en situation de défiance, qui se disent que le privé c'est sale, on va se faire avoir, alors que le privé, il y a des gens honnêtes et malhonnêtes comme partout, et que quand les règles sont claires, ça se passe très bien. Et donc c'est ce problème, c'est qu'on a eu aussi beaucoup de dirigeants politiques qui étaient eux-mêmes issus quasi exclusivement de la sphère publique, et donc ça n'aide pas effectivement à faire pénétrer cette culture. Et donc là, je pense qu'il y a besoin d'une véritable révolution, effectivement, au sein de la classe politique et au sein de l'État, pour que la part du privé soit beaucoup plus importante dans l'exécution opérationnelle au quotidien. Et ça, il faudra des Denis Père qui acceptent non pas de sacrifier sa famille, j'ai compris qu'il n'a pas fait, mais qui entrent en politique, parce que tant qu'il n'y aura pas à la tête de l'État des gens qui sont du privé, ça va être difficile de leur entrer ça dans la comprenette. C'est probable. Merci beaucoup en tout cas Denis Père, et encore une fois, lisez le contrat mondial. Merci André Bercoff. Contrat mondial, comment la mondialisation peut redevenir humaine, aux éditions First. Merci beaucoup Denis Père. Merci vous pouvez aussi. réécouter cette interview en podcast sur sudradio.fr et sur YouTube, et puis sur tous nos réseaux évidemment, Twitter, Facebook, etc. Et puis alors demain, soyez au rendez-vous, parce qu'à 13h on a une interview exclusive avec Didier, le professeur Didier Raoult, qu'on n'a pas entendu depuis longtemps dans les médias, qui était resté assez silencieux et qui va nous parler justement reconfinement, les nouveaux variants du Covid, les vaccins, l'influence des laboratoires. On va revoir tout ça avec lui pendant une heure exclusive. Et puis d'ici là, évidemment, Sud Radio continue avec Brigitte Laher. Attention, vaste question, aimer sans désirer ou désirer sans aimer, c'est la question, et c'est à aborder avec le sexologue Philippe Arlin. Là aussi, vous pouvez réagir, 0826 300 300.